Bonjour à tous et bonjour Amaya. Et bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors Amaya, aujourd'hui, on va parler de traumatisme et de destinée et la place de l'inconscient également au milieu de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors en fait, je me suis rendu compte que souvent on peut penser qu'on a une destinée, que ce qui doit nous arriver nous arrive. Enfin, il y a une forme de pensée qui est comme ça. Mais je me suis quand même rendu compte, toujours à travers mon histoire personnelle, que les traumatismes jouent énormément sur notre destinée. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été en fait visité, tout ce qui a été souffrant en nous et qui a été un peu oublié, est loin d'être neutre en fait dans notre vie, dans le futur de notre vie. Donc on va essayer un petit peu de développer tout ça, d'étayer tout ça. Alors déjà, on va dire que peut-être on va définir un premier. Oui, qu'est-ce que c'est déjà un traumatisme ? Parce qu'on parle de traumatisme, ça peut être aussi plusieurs degrés en fonction des interprétations. Oui. Déjà, toi, qu'est-ce que tu entends par le mot traumatisme ? Alors un traumatisme, en fait, ça va être un événement violent, qui va être d'ordre physique, mais aussi psychologique, ou émotionnel, ou toute forme d'agression, pareil, physique, émotionnelle, sexuelle, et qui fait qu'en fait, face à ce vécu, en tout cas, c'est souvent les traumatismes, on va dire que les traumatismes les plus marquants sont ceux de l'enfance entre 0 et 7 ans. Donc on va peut-être déjà parler de cela, bien qu'on puisse avoir des traumatismes après toute notre vie. Mais peut-être que les traumatismes qu'on a après dans notre vie sont aussi une répétition, en fait, comme un écho du traumatisme initial qui est souvent entre 0 et 7 ans. Donc en fait, un traumatisme, c'est un événement qui peut paraître anodin aux adultes qui vont entourer un enfant, par exemple, mais que l'enfant, lui, n'arrive pas à intégrer, et en fait, il va réagir de différentes façons. Donc face à une agression, on réagit tous de 3 façons. Soit par l'agressivité, c'est-à-dire on va se battre, soit la fuite, soit la sidération. Voilà. Donc en fait, les traumatismes, ça va évidemment créer tous ces états à l'intérieur de nous. Mais tout ce qui est vécu dans l'enfance, je redis entre 0 et 7 ans, en fait, ça va aller se cacher dans l'inconscient. Et là, on a l'impression que l'enfant va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a pu y avoir quelque chose de difficile, mais non, ça va. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que, en fait, dans l'inconscient, va se loger, en fait, toutes ces mémoires traumatiques qui peuvent rester endormies très longtemps. C'est-à-dire, une mémoire traumatique qui s'est passée à 2 ans peut se réveiller quand une personne a 40 ans. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire, ça peut rester endormi très longtemps. On peut croire aussi qu'on est beaucoup plus fort que nos traumas, qu'on a dépassé tout ça, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ce qui joue dans les traumatismes, ce n'est pas du tout le mental ou l'idée qu'on peut se faire de ça. C'est pas à cet endroit-là qu'ils ont une puissance d'action, j'ai envie de dire. Voilà, tout ce qui est mentalisé, c'est mis à la conscience. Donc, on n'y est pas. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser par rapport à nos traumatismes et ce qui va être lié justement à son impact sur notre destinée, c'est tout ce qui est émotionnel. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est inconscient, pardon, excusez-moi, tout ce qui est inconscient, voilà. Alors comment fonctionne l'inconscient ? L'inconscient, en fait, il va mettre l'enfant, la personne, dans un état d'amnésie. Voilà, c'est-à-dire que tout semble complètement disparaître. Ça n'a pas existé. Comme si ça n'avait pas existé. Voilà. Cependant, au fil du temps, alors des fois ça se passe qu'à l'âge adulte, des fois ça se passe déjà dans l'enfance. Comment ça va se manifester ? Par des émotions comme par exemple la peur, le stress, des angoisses, de la colère, des sentiments de honte, enfin tout un tas d'émotions qui vont créer quand même un mal-être et des malaises un petit peu parfois confus. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on ressent en fait ce genre d'état, c'est jamais par hasard.
C'est pas la nature de quelqu'un d'être angoissé. Ce n'est pas la nature de quelqu'un d'être honteux ou d'être, non. C'est que derrière, il y a eu un choc, il y a eu un traumatisme qui n'a pas été, libéré, qui n'a pas été exprimé. Voilà, parce que c'est ça. C'est une histoire, tout à fait, c'est une histoire de libération. Donc en fait, effectivement, ça va aussi apparaître à travers certains comportements. Par exemple, des comportements évitants ou des phobies ou des addictions. Voilà, il y a tout un tas de comportements comme ça qui peuvent alerter et dire tiens, alors moi j'aime bien toujours parler à la première personne et que les personnes qui nous écoutent essayent aussi de voir pour eux-mêmes plus que pour les autres, bien que c'est plus facile de voir pour les autres que la poutre dans son propre œil. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces émotions, tous ces comportements, ça va quand même influencer la perception de ce qui nous entoure. Oui, ça déforme en fait notre interprétation de notre environnement. Voilà, exactement. Ça va déformer l'interprétation de notre environnement, mais aussi des paroles et des comportements des autres. Voilà, c'est-à-dire qu'une parole peut prendre des proportions énormes à partir du moment où justement ça va taper dans un traumatisme qui n'a pas été libéré. Voilà. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette interprétation cette interprétation erronée de la vérité ou des autres, ça peut avoir vraiment beaucoup de degrés. C'est-à-dire que des fois, on peut juste mal interpréter quelque chose et puis ça peut aller jusqu'à des maladies, jusqu'à des psychoses qui font que carrément on n'est plus en phase avec la réalité et que tout ce que va dire une personne va être interprété de façon souvent négative malheureusement. Donc en fait tout ça, évidemment, si on revient sur le sujet du départ qui est la destinée, c'est évident que ça va bouleverser notre destinée parce que si je suis dans un comportement de fuite ou de peur des autres, de certaines situations, je vais me fermer beaucoup de portes au niveau relationnel, au niveau social, au niveau professionnel. Voilà, par exemple. Donc déjà, ça c'est important aussi de comprendre que à partir du moment où on va changer aussi, où on va aller visiter tout ça, ça va aller ouvrir beaucoup de champs des possibles, comme tu aimes à le dire, Daniel. Et ça, c'est sûr, parce qu'en fait, quand on est en souffrance, et particulièrement des souffrances qui sont pas reconnues et qui restent dans l'inconscient, en fait, c'est comme si ça réduit notre champ, du vécu, notre ouverture aux autres, notre ouverture à la vie, que ça soit conscient ou inconscient. Parce qu'il faut faire très attention. Notre mental, lui, il va toujours tout récupérer pour tout expliquer de façon très raisonnable, avec voilà, tout va être normal. Alors qu'en fait, si on prend du recul et qu'on est plus axé sur nos propres ressentis avec honnêteté, sur nos propres émotions, là on peut voir effectivement que notre mental il nous joue des tours en nous faisant croire que ça c'est bien, mais en fait c'est parce qu'on a peur tout simplement qu'on va pas aller dans une situation. Voilà, par exemple. Le mental il va transmettre l'information, comme tu dis, si l'émotion, le ressenti est perturbé ou en souffrance et que le mental dit oui ça c'est bien, c'est aussi dans sa manière d'autoprotection quelque part. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, l'humain, il a une faculté d'adaptation à la souffrance incommensurable, j'ai envie de dire, c'est énorme. Donc, effectivement, quand on veut faire ce chemin de libération de soi, quand on veut essayer d'être maître de son destin, il ne suffit pas de penser positif. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'idées comme ça préconçues qui disent oui, il faut penser positif, donc tout ce qu'on va penser, ça va finir par arriver. C'est peut-être juste, mais en tout cas, moi, ce que la vie m'apprend, c'est que tant qu'on a des freins au niveau des traumatismes qui n'ont pas été visités, guéris, libérés, ces traumatismes vont agir de telle sorte que ça va être plus fort en fait que n'importe quelle pensée positive que je peux avoir. Ou alors, par exemple, peut-être que les pensées positives vont pouvoir agir pendant un certain temps de ma vie, une période de ma vie, mais après ces traumatismes, ils vont tout le temps ressurgir. Alors peut-être pas avec la même violence ou la même intensité pour tout le monde, ça j'ai remarqué ça aussi, c'est-à-dire, puisque il y a aussi dans ces histoires de traumatisme qu'effectivement on va porter aussi nos propres souffrances, mais aussi les mémoires inconscientes
et les traumatismes familial, voilà. Et donc par rapport à ça, il peut y avoir eu dans la famille des traumatismes qui étaient très 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 forts, des histoires de crimes ou de viols ou d'inceste, etc. Et que finalement les premiers descendants non, il se passe rien, ils ont une vie, tout a l'air d'aller bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est oublié, en tout cas dans la lignée. Bon, là on ne va pas faire de psychogénéalogie, c'est pas mon truc, mais en tout cas c'est vrai que c'est très juste de savoir aussi que si on ne guérit pas nos propres traumatismes, on va aller les transmettre à notre lignée directe mais indirecte aussi, c'est-à-dire ça peut aussi passer toute la ramification des lignées, voilà. Que ce soit la filiation, la cousinade ou même la grand-tante qu'on ne connaît pas, etc. Toutes ces informations, elles sont transmises par l'ADN mais également par la vibration du clan. C'est exactement ça. Alors donc ce qu'il y a d'intéressant, et c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne et je suis toujours un petit peu sur le même but, qui est justement d'essayer de donner des clés pour ouvrir les consciences. Mais la première clé, c'est aussi déjà de se connaître soi. Et se connaître soi, justement, pour moi, ça va passer justement par ce voyage intérieur qui va nous permettre d'aller à la rencontre de nos traumatismes. Alors évidemment, moi je pense que nous avons tous des traumatismes, plus ou moins importants, et que nous avons aussi des programmes, on a déjà fait des vidéos là-dessus, qui vont faire en sorte que justement on va être évitant au maximum par rapport à ces traumatismes, et ce qui fait que comme ça on perpétue en fait une façon d'être, on perpétue une vie qui est plus une survie que vraiment de la vraie vie. C'est un peu c'est comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça un petit peu, c'est ça. Oui. C'est l'argument, c'est la carte joker de dire ah oui mais j'ai toujours fonctionné comme ça, ou on a toujours fonctionné comme ça dans la famille. Oui. Voilà, c'est ça que tu et ce que je pense aussi, c'est que de toute façon, on va fonctionner comme ça tant que ça reste assez relativement confortable. Voilà. Et peut-être aussi qu'à un moment, les traumatismes, ils apparaissent à des moments où justement on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer. C'est comme si la vie, elle me met devant des situations qui sont pas faciles et qui me montrent, regarde, ça, il y a encore quelque chose dans ton vécu qui n'a pas été visité, donc qui n'a pas été guéri, donc qui continue à agir. Voilà, bon, je pense que moi, il m'arrive ça de façon récurrente parce que c'est aussi, entre guillemets, ma mission de parler de tout ça, d'avoir la connaissance de tout ça. Pour moi, c'est un chemin initiatique, je l'ai déjà dit, qui m'amène aussi à le vivre de l'intérieur, parce qu'on ne peut pas raconter ce genre on peut pas avoir ce genre de propos si c'est juste théorique. Voilà, moi, ce que je dis, ce n'est jamais théorique. C'est toujours, même si j'en fais un petit peu d'une théorie, c'est toujours par rapport à mon propre vécu, et je me rends compte que ça marche à 100%, c'est-à-dire chaque événement douloureux que je peux vivre, mais aussi que les personnes que je reçois en soins peuvent vivre, sont toujours une opportunité en fait pour approcher le trauma initial. Alors évidemment, parce que comme je dis, des fois, c'est comme des ronds dans l'eau, ça se répète, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et ces problèmes-là, ils vont revenir jusqu'au moment où on aura pu aller à la racine du trauma. Et comment on va à la racine du trauma? C'est en fait en acceptant déjà de faire tout ce chemin qui est de dire, bon, j'arrête de fuir et j'y vais. C'est tout à fait ça. Et en même temps, à ce moment-là, d'accepter aussi d'être dans un état de vulnérabilité le plus extrême possible, jusqu'à arriver à l'endroit où on se retrouve comme le petit enfant qui a vécu ce trauma, et là, ce petit enfant, il est, comment dire, il y a des grosses charges émotionnelles, il y a beaucoup d'émotions en fait qui n'ont pas été exprimées. Alors ça peut être des peurs, des tremblements, des pleurs, des tremblements, et tout ça en fait c'est comme si le corps il a emmagasiné tout ça, emprisonné tout ça. D'ailleurs très souvent ça se traduit par des tensions musculaires chroniques.
Je peux des douleurs, très, des très tensions bien. musculaires Ouais, chroniques. voilà, des douleurs chroniques, des tensions. Des fragilités voilà. articulaires aussi qui peuvent. Ouais. Voilà, là où peut se loger la tension. Ouais, voilà. Enfin, moi, je sais que je suis plus, dans mon expérience, dans les tensions musculaires qui ont beaucoup de mal à lâcher. Et en fait, ces tensions musculaires, elles sont liées aussi, donc évidemment, à l'état de peur, de tension que l'enfant il a pu ressentir face à un milieu qui était pas sécurisant, enfin qui était complètement insécurisant, voire violent, voire toxique, etc. Donc tout ça c'est lié. Et en fait, là où où il y a quelque chose de très positif dans ce que je dis, bien que j'ai pas l'air de parler de choses très joyeuses, c'est que quand on arrive justement à retrouver cet état du petit enfant et qu'on arrive à sortir, à craquer, à pleurer, ça lâche. Et ça lâche et ça guérit. Et ça guérit, parce que ça fait plus que lâcher. C'est-à-dire, si on va à la racine, c'est fini, quoi. C'est bon. Après, c'est bon. C'est-à-dire, le traumatisme, il a pu s'évacuer. Voilà. Mais il ne peut s'évacuer qu'avec une expression émotionnelle. Il ne s'évacuera jamais en discutant avec... en le mentalisant. Voilà, si on est que dans la voilà, c'est vrai, mentalisation par de la exemple, formation. voilà, c'est pour ça une psychothérapie, je dis pas que c'est inutile, parce que ça permet justement de comprendre aussi comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a vécu, il y a une reconnaissance aussi du passé, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de comment justement on est avec les autres. Voilà, tout ça, en psychothérapie, c'est très très intéressant. Mais la psychothérapie, elle est incomplète dans le sens où elle va pas aller. Voilà, c'est ses limites, c'est qu'elle va pas aller jusqu'à cet endroit où, en fait, on va aller revivre le trauma. Et en fin de compte, bon, ça m'est souvent arrivé de revivre comme ça des moments où je suis allée toucher en fait des espaces traumatisant, où il y avait eu des traumatismes, où il y avait eu de la violence et tout ça. Et en même temps, je sais qu'il n'y a que comme ça que ça lâche, quoi. Alors, je fais juste une petite parenthèse, une petite digression, mais c'est pas vraiment une digression non plus. C'est quand on parle des traumatismes liés à l'enfance, ce n'inclut pas systématiquement la cellule familiale. C'est important aussi de se dire que ça peut inclure d'autres notions de cellules. Ça peut être la structure scolaire. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans l'environnement scolaire. Il peut y avoir du harcèlement. Ça, c'est important aussi de garder à l'esprit les traumatismes que peuvent générer le harcèlement sur une personne et dont souvent la famille ignore complètement, parce que très souvent les enfants vivant du harcèlement ne le signalent pas, ont beaucoup de difficultés à le signaler. Donc c'est juste la parenthèse quand on parle de traumatisme et de la petite enfance ou de l'enfance, ne pas juste se localiser ou se fixer sur la perception familiale immédiate. Quand on parle d'environnement toxique, ce n'est pas que la famille, ça peut être l'enfant qui part en colonie et en colonie il se passe des choses désagréables pour lui et il ne va pas en parler et ça va générer un traumatisme. C'était juste la parenthèse complémentaire aussi pour un peu équilibrer et ne pas juste se focaliser sur la cellule parentale qui très souvent, si on dit j'ai vécu du traumatisme, c'est la faute d'eux, pas toujours, ça peut être autre chose. Alors déjà, en fait, moi quand je parle de ça, que je dis que ce qui est le plus impactant, c'est entre 0 et 7 ans, c'est la vérité, parce que c'est là qu'en fait on se structure, que tous nos corps se forment. Donc c'est vrai que c'est là que c'est le plus impactant. Ensuite, c'est sûr qu'un petit enfant jusqu'à 3 ans, généralement, il est entouré de sa famille ou de sa nounou, de ses frères et sœurs, etc. Après, évidemment, je suis pas en train de faire le procès des parents, parce que de toute façon, un enfant peut être traumatisé par une parole, un comportement d'un parent qui, pour le parent, est passé totalement inaperçu. Par exemple, je sais pas, moi, un enfant de 2 ans, il peut avoir besoin qu'on s'occupe de lui, et puis maman, elle est en train de faire à manger, papa, il est au garage, il fait son truc, l'enfant, du coup, il se ressent très très mal, personne ne comprend. C'est pas forcément les traumatismes des grosses violences, des grosses crises. Non, c'est surtout dans les besoins en fait de l'enfant
qui ne sont pas satisfaits. Il faut savoir qu'un bébé, il peut pas vivre, quoi, si on ne lui donne pas à manger, si on le change pas, voilà, déjà un bébé il peut pas vivre, donc après, par rapport à ça, des traumatismes, évidemment, c'est la porte ouverte à tout, parce que même nous, en tant qu'humains, même si on veut être la meilleure des mamans, on n'est pas forcément tous les jours au top, tous les jours 100% disponible. Peut-être qu'à un moment, on va s'agacer. Voilà, c'est de tout ça dont je parle. Et après, des fois, il y a comme ça des mots qui sont lancés qui font que, voilà. Bon. Il n'y a pas de petit traumatisme. Ça, c'est nécessaire de régulièrement le remettre un petit peu en avant. Après, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit traumatisme. Il n'y a que des traumatismes vécus. Après, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que, il y a des enfants qui sont hypersensibles, qui naissent comme ça. Ils sentent tout très très fort, tout démultiplié. Tu as des enfants, tout leur glisse dessus. Voilà, c'est tout un panel de différences. Nous sommes tous pareils, les humains, en même temps tous différents, surtout dans notre perception de la vie, des autres. Puis aussi, ça dépend aussi, tu parlais de la place qu'on peut avoir dans la famille, si on est la petite sœur ou la grande sœur ou au milieu, ou s'il y a beaucoup de frères et sœurs. Voilà, tout ça. Après, les traumatismes, ça peut être aussi provoqué par des frères et sœurs jaloux et les parents n'ont rien vu, par des humiliations comme ça courantes, etc. Voilà, on va pas faire. Je pense qu'après c'est à chacun de voir. Et puis ce que je sais aussi, c'est qu'en fait, je pense qu'on ne connaît pas nos propres traumatismes tant qu'on n'est pas allé faire ce chemin. Donc je le répète, pour faire ce chemin, c'est en fait en écoutant ce qu'on ressent. Et pas, alors la plupart du temps, moi j'ai fait ça pendant des années, c'est-à-dire quand je ressentais quelque chose de désagréable, je faisais tout pour aller au-delà de ça. Pour faire l'autruche. Pas pour faire l'autruche, pour aller au-delà de ça. Par exemple, je sais pas, je suis par exemple, je suis petite. Voilà. Non, je suis petite. Il y a un repas de famille, et puis il y a quelqu'un dans la famille, un oncle, qui m'a fait une réflexion pas bien. Et puis on me dit oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas si mon exemple est bon, mais je vais prendre sur moi en fait. Voilà, dès qu'on prend sur moi, en fait, on est en train d'enterrer. Voilà, cette fameuse phrase, oui, mais c'est pas grave. Oui, voilà, c'est pas grave, je prends sur moi, on est en train d'enterrer, etc. Et après, ensuite, quand on est petit et que, en fait, nos émotions ne sont pas du tout accueillies par les parents, sans qu'il y ait vraiment une maltraitance évidente, hein, mais si pleurer, c'est pas bien, les garçons ça pleure pas, bon, allez, c'est bon, tu vas pas nous embêter avec tes trucs, c'est toujours pareil, voilà. C'est-à-dire que tout ça, ça crée, en fait, des traumatismes, mais les traumatismes, ils vont comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont se manifester par des états de malaise, de se sentir mal dans sa peau, de se sentir mal dans son corps avant les maladies, hein, je parle pas, parce que les maladies, après, évidemment, elles sont aussi en train elles sont pour moi liées complètement à ça aussi, bien sûr. Donc ça veut dire que plus on va aller être à l'écoute de nous-mêmes, de nos émotions, pour essayer d'aller décoder tout ça, plus aussi on va préserver notre santé, quoi. Ça c'est complètement lié, je crois que c'est très très important de le dire. Voilà. Donc en fait, le processus, c'est d'accepter, d'accueillir ses émotions. Et bon, alors ça paraît tout à fait simple de ce que je dis, mais ça peut faire très 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 peur. Parce que justement, si j'accepte d'exprimer une émotion ou de laisser monter juste une émotion que j'ai en fait emprisonnée, enfin qui restait emprisonnée pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand elle va apparaître, ça va faire très 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 peur. Ça va faire très peur. Ça peut faire des dégâts pour soi, ça peut faire même des dégâts dans l'environnement. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est que quand cette émotion elle va monter, ça va créer, ça peut créer en tout cas de l'angoisse. C'est pour ça que des fois une émotion, elle va pas monter de suite. Hein. Des fois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, tout doucement, la laisser tout doucement apparaître. Et en fait, parce que voilà, de toute façon, l'inconscient, il va lâcher que ce qu'on peut supporter. Il va pas lâcher plus. C'est aussi arriver à interpréter entre l'émotion et l'état émotionnel. L'état émotionnel, c'est quand ça monte.
quand c'est ressenti déjà, quand ça émerge, et on ne sait pas pourquoi. Très souvent, après un soin énergétique ou un accompagnement, on peut se retrouver dans un certain flottement physique. On ne sait pas pourquoi. Par exemple, après la séance de réflexologie, pendant 3 jours, on est déprimé. On ne sait pas pourquoi. C'est parce que ça aura fait réémerger une réaction émotionnelle, jusqu'à ce qu'on accepte aussi de lâcher le processus. Oui, ça c'est encore une autre approche, effectivement. C'est pour ça aussi que quand on fait certains soins, moi je dis il faut faire un petit peu attention quand on fait des soins pour rééquilibrer les énergies, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand on a un traumatisme, l'énergie elle est bloquée et ça fait comme des nœuds à certains endroits, et si on va remettre le courant dans ces nœuds-là, effectivement ça peut faire ressurgir des émotions que soi-même on n'a pas forcément, on n'est pas forcément prêt en fait à accueillir ces émotions, à ce que l'émotion sorte. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau des soins, en général, souvent la vie est bien faite, sauf s'il faut faire attention aussi de ne pas tomber sur des thérapeutes qui veulent absolument appliquer leur méthode, parce que nous sommes quand même des êtres aussi assez complexes. Et justement, il y a beaucoup de complexité dans la gestion de la souffrance. Tellement on souffre, l'humain tellement il souffre, depuis tellement de siècles il souffre, que quelque part on ne peut pas non plus dire ouvrir le couvercle. Ouvrir le couvercle comme ça pourrait être très très dangereux. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est que quand on fait ce chemin, effectivement, il y a un moment où on n'a pas du tout envie d'aller à cet endroit où ça fait mal. Et en fait, quand on dépasse ça et qu'on y va quand même, on se rend compte que le moment où ça se libère, ça fait pas mal en fait. Ce qui fait mal, c'est toute la peur qu'on a avant d'approcher ce point, quoi. En fait, c'est la construction mentale. Encore une fois, c'est le schéma mental que l'on va mettre derrière. C'est tout ce qui a été mis en place aussi pour se protéger, puisque si quand j'étais petite, j'ai pas réussi en fait à exprimer ce que je ressentais, soit parce que j'avais pas l'espace pour le faire, voilà, pour un tas de raisons. Quand je vais y aller, c'est comme si je vais dans quelque chose de complètement interdit, voilà. Donc il y a tout un chemin par rapport à ça. C'est pour ça aussi que c'est quand même intéressant de se faire accompagner sur ce chemin, parce que des fois on a besoin. Le plus c'est important d'avoir un œil externe. Oui, on a besoin. On est rarement objectif avec son propre cas. Voilà. Et voilà. Mais c'est surtout au début qu'on a besoin d'être accompagné. Après, plus on a compris le processus, plus en fait on peut le faire tout seul, quoi. C'est sûr que c'est ça. Ça va dépendre de chacun, bien sûr. Oui, mais je dis ça aussi par rapport aux personnes que j'ai eues en soins. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles ne viennent plus me voir parce que, elles ont compris comment il faut faire. Donc elles continuent à le faire seules, et tant mieux d'ailleurs. Je trouve que c'est la démarche du thérapeute. De toute façon, l'idée, c'est pas c'est que les personnes soient autonomes. C'est pas de faire suivre pendant des années une thérapie qui n'avance pas. L'idée, c'est vraiment que la personne soit autonome et puisse se libérer de ses souffrances. Après, ça dépend des personnes. Je sais qu'en tout cas, ce que je suis en train d'expliquer là, quand on le fait, c'est sûr qu'on devient de plus en plus autonome. Ça c'est certain. Et de toute façon, c'est la seule façon d'arrêter en fait ce processus de la souffrance. C'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre, parce que sinon on est toujours dans soit la résilience, soit on peut vivre avec la souffrance, on peut vivre et mourir avec la souffrance, on peut s'adapter à l'inconfort. C'est ça, on transmet la souffrance, comme je dis tout à l'heure, à nos enfants, on la transmet aussi quand on souffre aux gens qui nous entourent, parce que forcément c'est pas anodin, comme je l'avais déjà dit, la souffrance engendre la souffrance, quoi. Si je suis dans une souffrance que je veux absolument cacher à moi-même et aux autres, à un moment elle va se réveiller, et au moment où elle va se réveiller, ça va exploser sur les autres, ça va faire du mal. On fonctionne tous comme ça. Je suis pas en train de dire qu'il y a des bons et des méchants, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça, ça peut sembler être le travail de toute une vie pour ceux qui ouvrent le chemin. Voilà, parce que je pense, en tout cas, que moi, c'est l'histoire de ma vie.
que je suis vraiment dans tout ça depuis très longtemps, depuis 30 ans, que ça continue. Et ce que je me rends compte, c'est que en faisant cette œuvre-là, parce que c'est vrai que en œuvrant dans ce sens, disons, je sais que j'ouvre un chemin aussi, pas toute seule bien sûr, puisque nous sommes heureusement nombreux à le faire, pour les autres humains et pour les générations futures. Parce que cette souffrance qui est là depuis des générations et des générations, elle est enfermée, elle est générée par des processus inconscients, donc que je viens d'expliquer, qui sont très, très anciens. Et en fait, chaque fois que nous mettons en fait l'inconscient en lumière, que nous libérons un traumatisme, en fait, nous semons et nous mettons un nouveau programme qui est face à la souffrance. Cette souffrance, elle peut être libérée, et quand cette souffrance elle est libérée, on se retrouve en état d'harmonie et de vie et d'amour pour soi, bien sûr, et pour les autres. Parce que le plus grand amour qu'on puisse avoir pour soi-même, c'est de se guérir de nos traumas, quoi. Pour moi, c'est le plus grand amour pour soi. Et si je guéris de mes traumas, je guéris pour les autres, et surtout, je rends la tâche beaucoup plus facile pour les autres. Pour les suivants, oui. Voilà, c'est-à-dire que, quel que soit... par exemple, on va aller visiter un traumatisme qui va créer de l'humiliation, par exemple. Et si j'accepte, je parle souvent de ça, parce que sûrement que ça me concerne, chaque fois que je vais aller accepter ce sentiment d'humiliation en moi et le libérer, en fait, je vais permettre aux autres humains, je vais mettre ma petite, comme on dit, ma petite touche de colibri pour que, en fait, ça soit beaucoup plus facile d'accéder à cet espace-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'accéder à certains espaces souffrants, mais plus il y a de personnes qui ont le courage d'aller dans ces espaces, plus ça sera facile pour tout le monde et pour aussi les générations qui vont venir après nous. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, que c'est une conscience, enfin, en tout cas moi, qui m'a été amenée à vivre et à transmettre. Mais je pense que c'est quelque chose de nouveau, qu'il y a quelques années de ça, on ne parlait pas beaucoup on n'en parlait pas de cette façon, voilà. Donc j'invite chacun à mettre aussi sa petite touche de colibri et à aller accepter avec humilité et amour pour soi, d'aller visiter ces parties qui ont besoin d'aide aussi et qui demandent qu'à être libérées. Et c'est sûr qu'on peut se sortir de tout ça, je suis sûre. On peut se sortir de souffrances innommables, voilà. Confère le film Les Survivantes, pour ceux qui veulent le voir, et ces personnes qui ont témoigné, qui sortent de l'enfer et qui justement sont sont tout à fait d'ailleurs dans la même démarche que moi. Donc ça me touche énormément. Voilà. Et je pense qu'à notre époque de révélation et d'apocalypse, voilà, c'est très important aussi de voir que nous sommes capables de changer donc notre destinée de cette façon-là, mais de changer aussi la destinée de l'humanité. Bien, en tout cas, je te remercie infiniment, Amaya, comme à chaque fois. C'est vrai que ces mots viennent directement du cœur, comme tu as dit, d'une expérimentation. C'est ton vécu, c'est ton quotidien, entre ton vécu à toi, mais également tes accompagnements. Les accompagnements des personnes que tu reçois en consultation, parce que je tiens aussi à le rappeler, c'est important, voilà. Tu reçois, tu accompagnes les personnes en visio, par téléphone ou en présentiel, pour justement aider chacun à libérer les traumatismes. Tu es également maître Reiki, donc tu proposes des formations en Reiki à la demande. Voilà, c'est aussi ta démarche. Tu souhaites répondre à la demande pour la formation et dans un accompagnement le plus aligné possible par rapport à ton propre enseignement en parallèle. Oui, c'est surtout oui, c'est ça. Je n'organise pas des stages Reiki. S'il y a des personnes intéressées, il faut qu'elles me contactent. Et je fais des enseignements en individuel, en fait, dans lequel, évidemment, je suis fidèle à l'enseignement Reiki que j'ai reçu, mais évidemment, je vais mettre aussi une partie de toi, patte, bien sûr. Une partie de toi. Tu es également en accompagnement des fleurs de Bach, hein, ça c'est important. Aujourd'hui, les fleurs de Bach, on connaît. Donc, c'est pouvoir aussi rappeler que tu sais
apporter la complémentarité avec les outils que tu as entre les mains. Un mot à rajouter ? Non, enfin en tout cas, voilà, j'espère que ce que j'ai rajouté, c'est que j'espère que mes mots trouveront écho dans vos cœurs et dans votre envie d'être plus heureux et de rendre le monde plus beau et de mettre fin à la souffrance. Si cet audio vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter, pas pour notre ego personnel, mais pour le favoriser dans l'algorithme de YouTube, tout simplement parce que s'il n'y a rien de tout cela, cet audio va rester un petit peu en flottement. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi partager un maximum l'information. Cette chaîne n'est pas une chaîne monétisée, nous tenons à le rappeler également. Tout cela est offert, partagé, sans attente de votre part. Alors, si ça vous dit, n'hésitez pas à partager, commenter, en partageant peut-être aussi votre propre expérience. Écoute, merci beaucoup Daniel et merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.